Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, je vous souhaite au nom de l'Union française de l'électricité et de son conseil d'administration la bienvenue à cette édition 2023 de notre colloque. Merci à toutes et merci à tous de votre présence et merci à vous, Madame la ministre, d'ouvrir cette journée. La montée des tensions géopolitiques, la guerre ouverte sur le continent et l'urgence climatique nous rappellent la nécessité d'agir maintenant. La décarbonation, c'est à la fois un levier et un catalyseur pour permettre à l'Europe et à la France de garder la main sur notre destin énergétique et écologique. 2/3 de nos consommations d'énergie proviennent encore de sources fossiles importées. Sortir des énergies fossiles ne sera pas une mince affaire. Nous aurons besoin de plus d'efficacité énergétique et de plus de sobriété dans nos consommations. Et de plus, en 2050, notre mix électrique et les infrastructures de réseau devront avoir été profondément renouvelées. Les capacités d'électricité renouvelable et bas carbone devront bien sûr être au rendez-vous. Pour autant, tous les vecteurs énergétiques devront pouvoir contribuer à la décarbonation en fonction de leurs caractéristiques propres et de leur potentiel. Et n'oublions pas, bien sûr, la dimension sociale de ces transformations. Les années qui nous séparent de 2030 seront décisives au regard du temps industriel nécessaire pour réaliser ces objectifs. Passer à l'action, c'est donc accélérer. Notre secteur est prêt à relever ces défis. Nous avons cependant besoin de pouvoir inscrire notre action dans un cadre clair et stable autour de 5 enjeux. Il nous faut un cadre de marché européen qui encourage l'investissement dans toutes les technologies décarbonées dont nous aurons besoin. Il nous faut une feuille de route qui soit une véritable programmation de moyen et long terme, donnant de la visibilité, évitant les stop and go, avec des soutiens stables et durables. Mais il nous faut aussi une planification nationale, articulée avec les actions dans les territoires. La prise en considération de l'ensemble des aspects de la transition écologique, économie circulaire, biodiversité, eau. Et enfin, une mobilisation autour des emplois et des compétences. Dans la continuité du discours de Belfort, un certain nombre d'initiatives et de lois ont été adoptées. Accélération du déploiement des énergies renouvelables, relance du nucléaire. L'UFE y a pleinement contribué. Ils vont dans le bon sens. Je voudrais saluer, Madame la ministre, votre engagement et votre volontarisme. Le travail de réforme du gouvernement se poursuit et je souhaiterais, si vous permettez, Madame la ministre, y revenir ici. L'UFE accueille favorablement le projet de loi Industrie verte. Nous sommes en effet convaincus des bénéfices croisés de la réindustrialisation de notre pays, s'illustrant concrètement par un soutien fort à la recherche et par le maintien et l'implantation de nouvelles usines. Pour cela, une électricité compétitive et bas carbone sera clé. Cela suppose un volume d'investissement important à réaliser, tant dans les capacités de production que dans les réseaux ou le digital. C'est pourquoi nous militons pour que le champ d'application de la future loi s'étende à toutes les filières industrielles essentielles à la transition écologique. Renouvelables, hydraulique, nucléaire, hydrogène décarboné, pompes à chaleur, batteries, mais aussi infrastructures de recharge et réseaux électriques. Le projet de loi doit inclure l'ensemble des maillons des chaînes de valeur, y compris la fourniture des matériels et les composants.
Et nous militons aussi pour un Net Zero Industry Act européen plus ambitieux. Madame la ministre, vous venez de lancer les travaux de la loi de programmation énergie-climat et la nouvelle PPE. Comme nous l'avons déjà évoqué, il n'y a pas de programmation énergétique sans stratégie industrielle et pas de stratégie industrielle sans programmation énergétique. Voici quelques points clés de notre vision et de nos attentes. Dans un contexte post-Covid de finances publiques contraintes, massifier les rénovations dans le bâtiment, assurer la montée en puissance de la mobilité électrique doit passer par un cadre pluriannuel de soutien public, par des dispositifs publics qui incitent à baisser à la fois la consommation énergétique et les émissions de CO2, par un accompagnement des consommateurs, ménages et entreprises, contre la volatilité des prix et par un meilleur fonctionnement du marché de détail. Les réseaux sont désormais placés au cœur d'un système électrique interconnecté et solidaire au niveau européen, de plus en plus décentralisé, tirant parti du potentiel de flexibilité et d'effacement. Prévoir les investissements nécessite de la visibilité. La future loi devra constituer une feuille de route claire pour 2030, mais aussi une programmation engageante pour 2050. S'agissant du mix de production, d'ici 2030, il nous faut résolument accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien terrestre, principaux leviers de développement de capacités électriques bas carbone à cet horizon. Il faut maintenir et prolonger le parc nucléaire le plus longtemps possible en toute sûreté. C'est un atout majeur de la France vers la transition vers la neutralité carbone. À l'horizon 2050, pour garantir la sécurité d'approvisionnement, il nous faut, dès maintenant, engager le financement de la construction d'un socle de production bas carbone pilotable nucléaire. Il nous faut aussi anticiper les besoins du système électrique en thermique décarboné. Nous devons planifier l'accélération de l'éolien offshore et aussi augmenter la puissance et le potentiel du parc hydraulique français. Enfin, une bonne programmation est vitale pour préparer les compétences nécessaires. Rien ne se fera sans des femmes et des hommes engagés. Les 600 000 salariés de la filière électrique seront bientôt rejoints par 200 000 salariés supplémentaires, et sans doute davantage, en fonction des orientations de la nouvelle PPE. Pour autant, nous devons veiller à ce que cette opportunité pour l'emploi ne se transforme pas en facteur bloquant. Nous devons continuer à améliorer l'attractivité de nos filières et faciliter l'émergence de plans de compétences adaptés aux projets industriels dans chaque région. Vous le savez, Madame la Ministre, l'engagement de l'UFE ne se borne pas aux limites de l'Hexagone. Nous intervenons au niveau européen, à Bruxelles, où se prennent des orientations clés pour notre avenir. Forte de ses convictions, l'UFE y porte la nécessité d'une réforme du cadre de marché dès 2023, avec des mesures pragmatiques pour répondre à la crise, mais sans perdre de vue le long terme. Madame la Ministre, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution simpliste et que des choix silotés pour traiter les seules urgences sont insuffisants. Nos progrès seront soutenables et durablement favorables aux générations futures s'ils garantissent en même temps sécurité d'approvisionnement et souveraineté énergétique, compétitivité et niveau de prix acceptables pour tous les acteurs économiques, justice sociale et meilleure adhésion des citoyens. Nous sommes tous mobilisés
vous le savez, avec nos entreprises, pour réaliser une feuille de route ambitieuse, à un moment où la transversalité et la coopération sont si importants pour réussir 2030, mais aussi 2050. Préparer notre avenir, c'est agir maintenant et c'est agir ensemble. En vous remerciant une nouvelle fois de votre présence, Madame la Ministre, je vous passe la parole et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque 2023.